Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être là. Donc, je vais vous présenter le docteur Florence Trébuchon, qui est ici présente, qui est donc médecin allergologue à Montferrier, sur l'Aise, et qui fait partie de l'association Santé Environnement France, autrement dit ASEF, voilà, qui est elle-même rattachée au collectif Air Santé Climat. Donc le docteur Trébuchon va nous parler ce soir. Alors je relis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet, de l'impact de la pollution sur la santé et des bénéfices sur la santé d'une activité physique régulière. Voilà le thème qui va nous occuper ce soir. Donc à l'issue de sa présentation, nous aurons un débat et on doit donc se terminer vers 19h30. Alors, j'ai regardé sur le site de l'ASEF et j'ai vu le mot du président de cette association, le docteur Pierre Souvet, qui dit « Pourquoi consacrer autant de temps à une simple association ?» Donc ça, c'est une question qui nous interpelle tous ici et ça me sert de transition pour passer la parole à Charles qui va vous présenter notre association, c'est-à-dire Vélocité Grand Montpellier, qui en fait est l'organisatrice de cette soirée. Voilà, donc je passe la parole à Charles. Merci Christine. Donc pour resituer un petit peu le contexte de cette soirée dans la dynamique vélo actuelle. Alors petite question d'abord, dans la salle, levez la main si vous savez ce que signifie le hashtag « Je suis un des deux ». Donc la majorité, mais il y en a un ou deux quand même, donc pour eux je vais expliquer. Ça remonte au mois d'octobre dernier, quand Philippe Sorel déclare, lorsqu'il inaugure une route justement sans piste cyclable, qu'il ne voyait pas l'intérêt de faire des nouvelles pistes cyclables pour 2 personnes. S'en est suivi le hashtag Je suis un des deux, où de nombreuses personnes se sont déclarées étant une des 2 personnes dont il parlait, et la manifestation du 10 novembre qui a rassemblé 1500 cyclistes entre le Pérou et l'hôtel de ville. Donc dans la ville Vélocité, il y a réellement eu un avant et un après 10 novembre. La dynamique est incroyable désormais. Quelques chiffres quand même. Avant le 10 novembre, c'était même pas une centaine d'adhérents Vélocité. Aujourd'hui, on est 500. Donc la dynamique est incroyable. Au niveau des forces vives, il y a beaucoup de personnes qui ont intégré l'équipe de personnes qui travaille activement sur tous les aspects de Vélocité qu'on vous présentera après le débat, rapidement avec Tina. Ma femme qui est au fond là-bas, elle va bien me retrouver un de ces jours, je ne la vois plus trop. Mais bon, c'est pour la bonne cause, donc elle me pardonne, je crois. Et donc, on a encore besoin de... Donc, l'avantage, c'est que la dynamique a vraiment créé une écoute désormais par rapport à la métropole et à la mairie. On est reçu régulièrement, que ce soit au niveau stratégique par Philippe Sorel lui-même, et au niveau technique, les équipes techniques rencontrent des délégations de Vélocité régulièrement, tous les mois, donc ça c'est hyper positif, mais il ne faut surtout pas de notre côté qu'on relâche, donc on continue à mettre vraiment le vélo à l'avant des débats pour vraiment en faire un moyen de transport à l'égal de la voiture. Voilà, c'est considéré comme un moyen de transport à part entière, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté? Ceux qui ont des réseaux sociaux, suivez Vélocité, partagez un petit peu ce qu'on fait, vous allez voir, c'est très actif. On a un site internet, on a une page Facebook, on a un compte Twitter et on a un compte Instagram. Pour ceux qui ne sont pas trop réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, toute personne susceptible d'être intéressée par ce qu'on fait, parlez-leur de ce qu'on fait et envoyez-les vers le site internet où ils pourront nous contacter et voir comment ils peuvent se rendre utiles. Adhérer, c'est extrêmement important, on est 500, mais ça peut encore augmenter ce chiffre. Il faut savoir que le nombre d'adhérents, ça nous donne une réelle légitimité par rapport justement au pouvoir public et aux décideurs. Voilà, ça change tout. Entre 100 et 500, c'est une grosse différence. On souhaite encore être supérieur. L'adhésion est à 8 € par an, donc c'est accessible à quasiment tout le monde. Voilà, donc on compte sur vous pour tout ça. Je vais maintenant donc passer la parole au docteur Trébuchon pour commencer cette présentation. Je crois que j'ai un micro. Bonsoir, merci d'être là. Merci à Vélocité Montpellier de m'avoir invité. Je dirais que ma présence ici, c'est un peu le symbole le plus convivial, positif et constructif de la convergence des luttes.
Parce que moi, je lutte contre la pollution atmosphérique et se déplacer en vélo, vous allez voir, c'est un moyen efficace d'améliorer la qualité de l'air. Voilà comment nous nous sommes rencontrés. Alors ce soir, je suis un peu désolée parce que je vais peut-être un peu plomber l'ambiance. Je vous prie de m'en excuser. Il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas dire les choses désagréables. J'ai un problème avec mon diaporama. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plein écran là. Alors il y a un technicien qui connaît les Mac. Parce que je sais pas j'ai un problème, je ne sais pas ce qui se passe. On va passer ça. Ouais, peut-être utiliser le diaporama. Utiliser le diaporama. Eh oui, mais j'arrive. Cliquer sur. Utiliser le diaporama, la deuxième rubrique. Oui, bravo. Oui, donc je vais plonger l'ambiance parce que je vais vous dire des choses qui ne sont pas super joyeuses, mais qui sont la vérité. Et il y a deux écoles, il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas stresser les gens et pas leur dire la vérité. Moi, je pense que la peur n'évite pas le danger et que la première raison de la mobilisation, c'est l'information et la transparence. Alors, la pollution atmosphérique, c'est 67 000 décès par an en France. On pensait que c'était 48 000, une étude récente a montré 67 000 en fait. Avant, c'était des particules fines, et là, il y a d'autres polluants. Donc, ça tue presque autant que le tabac. Sauf qu'on choisit de fumer ou pas et on ne choisit pas l'air qu'on respire. C'est ça toute la problématique que nous avons abordée. Alors, dans la pollution atmosphérique, vous entendez souvent parler des pics de pollution parce qu'ils font la une des journaux, surtout les pics de pollution parisiens. Hein. Mais il faut savoir que ce n'est pas ça la problématique réelle, en fait. Les pics de pollution vont essentiellement aggraver les maladies. C'est-à-dire, si vous êtes déjà asthmatique, vous avez plus de risques de faire des asthmes sévères. Si vous avez une insuffisance respiratoire, vous avez des urgences. Si vous avez un problème cardiaque, vous risquez de faire peut-être un infarctus supplémentaire, aggraver votre Alzheimer, mais ça ne va pas déclencher la maladie. À l'inverse, la pollution de fond est-elle à l'origine des maladies? Elle va la causer. Et en fait, ce qui est le plus toxique, c'est l'exposition régulière à une quantité de pollution qui n'est pas forcément énorme, j'entends, par rapport à un pic. En gros, il vaudrait mieux avoir un pic tous les mois et une pollution de fond très modérée que pas de pic et une pollution de fond très élevée. En fait, on sait aujourd'hui que la pollution de fond est à l'origine de nombreuses maladies, dont la première est l'asthme. C'est comme ça que je suis rentrée dans l'intérêt pour la pollution atmosphérique, puisque je soigne des asthmatiques, mais aussi des cancers pulmonaires, des problèmes de décès cardiaque précoce, de la prématurité chez l'enfant, des leucémies chez l'enfant, de l'autisme, de l'Alzheimer. On sait maintenant c'est le diabète. La liste est très longue. Toutes les maladies chroniques en fait qui explosent depuis la fin du XXe siècle ont un lien avec la pollution atmosphérique. Il faut savoir que les zones urbaines et périurbaines, comme celle de Montpellier par exemple, sont exposées à la pollution atmosphérique essentiellement par le biais du trafic autoroutier. Si je prends l'exemple de Montpellier, c'est 80% des émissions polluantes que nous respirons qui sont d'origine autoroutière. Alors bon, c'est là où c'est un peu plombant, hein, j'en suis désolée, mais c'est la réalité. De nombreuses études médicales ont démontré, des études médicales très bien conduites, qui ont été publiées dans des revues prestigieuses, que c'est la proximité de vie près d'un axe autoroutier qui augmente les risques. Et ça, c'est une étape très importante parce que ça signifie que c'est vraiment un lien direct entre le niveau d'exposition et la survenue des maladies. Plus on est exposé quotidiennement à une pollution élevée, plus on a de risques de développer certaines maladies. Alors par exemple, je ne vous ai pas listé toutes les études, j'ai pris quelques études à titre d'exemple. Donc par exemple, on sait qu'on a plus 38% de risque de mourir d'un accident cardiaque si on vit à moins de 50 mètres d'un gros axe routier, comparé à une population témoin qui vivrait à plus de 500 mètres de ce même axe. C'est quand même important. Vivre près d'un gros axe autoroutier pendant la grossesse augmente de 25% le risque pour un enfant naître qu'il soit asthmatique à l'âge de 5 ans. Et si la maman enceinte ne vit pas près d'une 4 voies mais d'une route principale, ce risque tombe entre guillemets à 5%, mais il est quand même présent. Alors là, c'est une étude qui est sortie il y a très peu de temps, je viens de rajouter, j'en avais une autre avant, c'est que les personnes qui vivent à proximité d'un important axe autoroutier risquent de développer l'Alzheimer et d'autres démences, plus 40% de risque, c'est colossal. Je vous en reparlerai tout à l'heure à propos de la cause de ça, ce sont les dioxydes d'azote et on sait pourquoi maintenant. Autre chose chez l'enfant, les leucémies, une certaine leucémie qu'on appelle néoplastique, les enfants qui sont dans des résidences à moins de 150 mètres des grosses routes de circulation ont plus 30% de risque de développer cette leucémie par rapport à des enfants qui seraient à plus de 250 mètres de ces axes routiers d'habitation. À ce propos, une parenthèse, une étude est sortie hier de l'UNICEF ou ce matin, je ne sais pas si vous avez entendu, 2 tiers des enfants français sont exposés à des taux de pollution toxiques pour leur santé et préjudiciables à leur santé, avec de l'asthme dans les médias, des risques augmentés de diabète quand ils seront adultes. Et donc je parle de résidences, mais dans les résidences, il y a aussi les écoles par exemple.
Et une étude qui vient de sortir à Paris qui montre que quasiment toutes les écoles parisiennes sont exposées à des taux de pollution supérieurs aux normes de l'OMS. Donc en fait, on parle lieu de résidence, vous pensez lieu de résidence, terrain sportif, école, et après campus, pourquoi pas lieu de travail. Mais les écoles particulièrement parce que les enfants, étant plus vulnérables, sont beaucoup plus exposés. Enfin, l'augmentation du risque du cancer du poumon chez le non-fumeur. On voit de plus en plus de gens, vous en avez peut-être dans votre entourage, des gens qui n'ont pas fumé, qui ont des cancers du poumon. Il y a 20 ans, c'était que les fumeurs qui avaient le cancer du poumon. Eh bien, 55% de risque supplémentaire quand on est en bordure d'un axe autoroutier important. Alors enfin, ça c'est une donnée hyper importante qui est assez récente et qui est assez passionnante, c'est l'épigénétique. C'est le rôle de l'environnement in utero. Jusqu'à il y a quelques années, les scientifiques considéraient que le rôle de l'environnement, il démarrait quand on arrivait, quand on venait au monde, quel environnement on a. Et ils se sont rendus compte que l'environnement démarrait avant la naissance. Il démarrait dans le ventre de la maman, parce qu'à ce moment-là, elle était déjà exposée à certaines choses qui pouvaient la contaminer. Et on s'est rendu compte qu'il y avait en fait ce qu'on appelait l'épigénétique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là précis de la vie, il pouvait y avoir une modification de l'expression des gènes qui était induite par l'environnement. Il ne s'agit pas d'une mutation ou d'un changement de la séquence ADN, non, c'est juste une expression différente parce que le corps s'adapte comme il peut à l'environnement auquel il est exposé. Dans ma spécialité, il y a une étude qui a fait date et que je vais vous rapporter brièvement parce qu'elle est parlante. On s'est rendu compte que des femmes avaient fumé pendant leur grossesse et leurs filles étaient plus souvent nées asthmatiques. Jusque-là, c'est normal. Elles ont été exposées au tabac pendant la grossesse. On sait que c'est un facteur environnemental très inducteur d'asthme chez l'enfant à naître. Mais, et c'est ça qui était passionnant, on a suivi ces filles qui étaient nées asthmatiques de mères fumeuses et on s'est rendu compte que chez ces femmes nées de mères fumeuses asthmatiques, même si elles ne fumaient pas elles-mêmes, elles avaient un risque augmenté de donner naissance à un enfant asthmatique. Parce que finalement, cette modification de l'expression des gènes, elle va se transmettre parfois d'une génération à l'autre. Donc on sait aujourd'hui que cette exposition in utero va exposer à de nombreuses maladies qui ne vont pas apparaître tout de suite. Et c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que en ce moment, il y a beaucoup d'études qui sortent de chiffres, parce qu'on s'intéresse à ce sujet depuis 20 ans. Il faut que les enfants grandissent, il faut les suivre. Il faut que les maladies apparaissent. Par exemple, un enfant qui est exposé à de la pollution dans le ventre de sa maman, il sera asthmatique à 5 ans. Mais s'il a un diabète de la pollution, il l'aura peut-être à 20 ou 30 ans simplement. Donc la grossesse, et je tiens à souligner, la petite enfance, ce sont des périodes de vulnérabilité particulière. Ça, c'est un point très très important à mon sens. Alors, c'est quoi la pollution atmosphérique alors ? C'est des particules très fines capables de pénétrer nos voies respiratoires. Donc il y a les PM10 qui sont les plus grosses, les plus fines, qui agissent essentiellement sur nos bronches, notre sphère ORL, mais comme elles sont assez grosses malgré tout, elles vont être arrêtées. Après, il y a les PM2,5, elles sont plus petites et elles vont pouvoir pénétrer dans les bronches et passer dans la circulation sanguine via les alvéoles. Les alvéoles, c'est ce qu'il y a au bout des bronches dans nos poumons et qui servent à faire l'échange oxygène-gaz carbonique. Enfin, c'est ce qui nous sert donc à respirer et à vivre. Eh bien, ces particules, elles suivent l'air, l'oxygène et le gaz carbonique, et elles vont dans notre circulation sanguine. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les nanoparticules ou les particules ultra fines. Actuellement, c'est un problème pour nous parce qu'elles sont peu prises en compte, parce qu'elles sont très légères, elles sont ultra fines. Et aujourd'hui, sur les capteurs qu'on a pour mesurer la pollution, on ne mesure pas des particules, mais des masses, des poids. Donc, comme elles sont très légères, même si on a beaucoup, on ne peut pas les mesurer. Enfin, on ne veut pas les mesurer actuellement. Mais on sait qu'elles sont extrêmement toxiques. C'est ça un peu tout l'enjeu, j'y reviendrai, du discours bien pensant de certains lobbyistes aujourd'hui, certains décideurs politiques, c'est de dire il y a moins de pollution qu'avant. Non, il n'y a pas moins de pollution qu'avant, la pollution est différente. Par exemple, il y a beaucoup moins de PM10, mais elles sont peu toxiques. Pourquoi ? Parce que les filtres des voitures, en particulier des nouveaux véhicules diesel, filtrent énormément les particules, donc il n'y a plus les PM10, mais il faut bien que quelque chose sorte. Et ça va être des PM2,5 et de plus en plus de nanoparticules qui ne sont pas encore mesurées. Donc attention, parfois on veut nous embrouiller avec un écran de fumée en nous donnant quelques polluants qui ne sont pas les polluants majeurs. Donc ayez en tête toujours les PM2,5, les nanoparticules ou les PUF, on appelle ça les PUF, les particules ultra fines. Donc les nanoparticules, c'est les véhicules les plus récents qui les émettent parce que c'est eux qui ont les filtres les plus efficaces, donc qui filtrent le mieux. Mais il faut que ça sorte quand même, la combustion nécessite une émission. Et les véhicules diesel sont équipés de ces filtres très, très performants
Et c'est eux qui émettent les particules les plus petites. Et donc, vous savez peut-être qu'en ce moment, le ministère de l'économie souhaiterait que les véhicules diesel récents soient classés en critère 1, donc un véhicule super propre. Actuellement, les diesels récents sont critère 2, et nous, on souhaiterait qu'ils passent en critère 3, parce qu'ils polluent terriblement. Elles sont très toxiques, ces particules nanoparticules, parce qu'elles agissent comme un cheval de Troie. Elles sont très petites, elles vont s'entourer d'hydrocarbures hypercancérigènes, de particules extra fines de métal. Et comme elles sont très petites, elles vont aller partout, mais partout, dans les cellules du cerveau, partout. Et elles vont emmener avec elles des produits très très dangereux pour notre santé. C'est pour ça qu'elles passent aussi la barrière hématoplacentaire et qu'elles contaminent le fœtus. Alors, donc ce souvenir, particules PM2,5, particules ultra fines, et alors l'autre grand dossier, ce sont le dioxyde d'azote. Et ça, je dirais que c'est la spécificité quasiment des véhicules diesel, qui sont les émetteurs majoritaires de dioxyde d'azote. Donc le dioxyde d'azote, c'est un gaz qui va être transformé en particules fines dans l'air. Mais le gaz, lui, vous comprenez bien que c'est un gaz donc, qui va pénétrer hyper facilement notre organisme et passer dans le sang sans aucun problème. Donc le dioxyde d'azote, c'est l'origine du Dieselgate, vous en avez entendu parler? Oui? Dieselgate, avant on disait Dieselgate parce qu'il n'y a pas que Volkswagen, il y a Renault, il y a tout ça, enfin, tous les Français, tous les constructeurs en réalité. En fait, dans un banc d'essai, un diesel émet 5 à 6 fois plus de NO2 qu'un véhicule essence, mais des tests ont été réalisés par des organismes indépendants et on sait que dans les conditions réelles, ils émettent en fait 10 fois plus. Et pire que ça, ils ont des systèmes de dépollution qui ne peuvent pas fonctionner parce que les systèmes de dépollution des diesels, ils sont faits pour fonctionner quand la température est haute et constante, donc c'est quand on roule sur des grosses routes, des gros axes routiers qu'on fait vraiment l'autoroute. Mais en zone urbaine, les systèmes de dépollution ne fonctionnent pas. Ce qui explique cette différence entre les bancs d'essai et les conditions en conduite réelle. Alors, le problème, on a plusieurs problèmes. Donc là, je vous ai parlé de la pollution, des effets de la pollution sur la santé. On a un autre problème, c'est les normes. On a des normes européennes qui sont hyper laxistes. Bon, ben là encore, c'est pour pas trop froisser nos constructeurs et nos emplois, mais moi je dis toujours qu'il vaut mieux être chômeur que mort. Voilà, c'est ma posture. En réalité, quand il y a eu le Dieselgate, qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Au lieu de sanctionner lourdement les constructeurs, ils ont rendu plus laxistes les normes à respecter. Voilà, c'est un autre moyen que les choses fonctionnent. Aujourd'hui, pour les particules PM10, l'OMS dit qu'il faut 20 microgrammes par millimètre cube en moyenne annuelle et l'Europe dit 40. Et le seuil d'alerte, c'est 80. Vous voyez que c'est pour ça que les pics, si vous voulez, ils sont rares, parce que pour alerter, il faut vraiment être en situation extrême. Pour les PM2,5, pour l'OMS, alors il faut savoir que plus les particules sont fines, plus les taux n'ont pas besoin d'être élevés, bien sûr, pour être toxiques, puisqu'elles pénètrent très facilement l'organisme. Donc pour les PM2,5, pour l'OMS, c'est inférieur à 10, et moins de 3 jours par an à 25. Et pour l'Europe, c'est 25 toute l'année. Vous voyez, là, il y a un problème. Ce tableau est passionnant, en fait. C'est l'étude qui a été faite par Santé Environnement France, donc un gouvernement d'État de recherche, qui montre, à l'époque, il disait 48 000 décès dus à la pollution, ce n'était pas les 66 000 parce que c'était les décès qui étaient juste dus au PM2,5. Ils disent, sans pollution atmosphérique, on gagne 48 000 vies en France par an. Si on arrive à appliquer les normes OMS, on descend à 17 000 décès, c'est encore beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Si on applique la réglementation européenne, on gagne 10 vies. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, nous n'appliquons pas la réglementation européenne et Montpellier n'applique pas la réglementation européenne. Mais si notre ville l'appliquait, ça ne suffirait pas. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin. L'idée, c'est de ne pas se dire on applique la réglementation européenne en mettant par exemple juste une zone à faible émission. Ça ne suffira pas, il faut être dans l'exigence de l'OMS. C'est ce que nous demandons là, dans le cadre de la campagne européenne. Pour nous, c'est un argument très très important politiquement. Alors pour le NO2, la moyenne pour l'OMS annuelle c'est 40, c'est pareil pour l'Europe, sauf que eux ils disent pas plus de 200 microgrammes par mètre cube pendant 1 heure, et l'Europe dit que le seuil d'alerte c'est 400 microgrammes par mètre cube, 3 heures consécutives. Ça c'est très malin, parce que ça monte beaucoup pendant les bouchons. Alors 3 heures consécutives, il suffit que vous redescendiez à 380, pas d'alerte. D'accord? Voilà, c'est ça. Alors la situation chez nous, parlons un peu de chez nous. Montpellier fait partie des 14 territoires français avec le plus fort taux de pollution chronique. Et donc on fait partie des territoires qui sont soumis depuis des années, depuis presque 10 ans, à des poursuites de Bruxelles
vis-à-vis de la France pour non-respect des normes. En ce qui concerne Montpellier, c'est le dioxyde d'azote. C'est pas parce que le thermomètre est cassé qu'on n'a pas de fièvre. C'est le médecin qui parle. J'ai l'impression qu'à Montpellier, on a cassé le thermomètre pendant longtemps, et là, il faut commencer à dire qu'il y a de la fièvre. Je pense que c'est important. Alors, je voulais vous donner cet exemple pour que vous compreniez en chiffres. Non, je vous le mettrai après. Voilà. Alors là, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait mon topo il y a 2-3 jours. Donc j'ai été sur le site Atmo Occitanie. J'ai pas cherché des gens qui allaient mal et j'ai pris les courbes qu'ils me donnaient. C'était il y a 2 jours. Hein. Alors voilà pour le NO2 après d'Arène. Vous voyez 40 UC, c'est au-dessus de 50. Hein, donc vous voyez à peu près l'idée où on est. Alors à la Pompignane, pareil, on est au-dessus de 40 quasiment tous les jours en fait. Hein. À Montpellier-Chaptal, idem. À Montpellier-Saint-Denis, pareil. Alors, ce que je veux vous dire là, c'est que c'est les seuls 4 capteurs qu'il y a sur Montpellier Métropole. Et ça, c'est notre problématique, c'est qu'en fait, les organismes de mesure de l'air choisissent de mettre des capteurs peu ou pas beaucoup. Moyen de capteurs, moyen de données. Il faut savoir que les pics d'alerte à la pollution, et ça c'est quelque chose qu'on aimerait changer, ce sont des moyennes. Donc ils vont prendre des moyennes de plusieurs capteurs. C'est pour ça qu'on n'est jamais quasiment pic à Montpellier par rapport à Paris. Parce qu'il y a 5 capteurs, voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais il faudra en mettre beaucoup plus pour avoir des situations réelles. Et puis, isoler un capteur, parce que la personne qui habite à Saint-Denis, la moyenne entre Saint-Denis, Chaptal et la Pompignane, ça lui est un peu égal, elle respire l'air qu'elle respire à Saint-Denis, c'est ce qu'on appelle un peu l'exposome, si vous voulez. Il faut évaluer les choses à l'endroit où on se trouve et là où on est impacté. Alors, par rapport à nos deux, vous avez vu tous ces chiffres, on est au-dessus de 50 quasiment tout le temps. Je voulais vous montrer, j'ai mis au mauvais endroit. Voilà, l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure sur Alzheimer, voilà le détail. Les personnes vivant dans un air d'une teneur moyenne annuelle supérieure à 41,5 microgrammes de NO2 par mètre cube, qui est quasiment ce qu'on a vu dans tous les sites, ont 40% de risque supplémentaire de contacter une démence que ceux qui vivent sous le seuil de 31. Donc, vous voyez, 31 c'est déjà élevé, mais la différence de 10, elle impacte terriblement le risque de faire des pathologies dans une exposition chronique. Alors sur les PM2,5, il y a encore moins de capteurs, il n'y en a que 2. Voilà, donc là c'est à la Pompignane, donc on est au-dessus des normes de l'OMS quasiment tous les jours, puisque c'est 10, je vous le rappelle. Et après d'arrêt, c'est un petit peu mieux. Ce que je veux vous dire quand même pour être un peu positif, parce que c'est un peu plombant, j'en ai conscience, c'est que plus la pollution atmosphérique monte, plus on est exposé, plus on a des risques de développer des pathologies, mais à l'inverse, dès qu'on diminue le niveau d'exposition, on a un bénéfice immédiat en termes de santé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil. C'est pas on-off, c'est pas noir ou blanc. Donc en fait, dès qu'on a une action sur la pollution, quelle qu'elle soit, on a un bénéfice sur la santé. Et plus on diminue le niveau de pollution, plus on aura des bénéfices sur la santé. Donc ça, c'est quand même un message positif qui doit nous mobiliser vraiment. Donc en conclusion, la pollution urbaine est particulièrement concernée par l'impact sanitaire négatif de la population de la pollution atmosphérique, vous l'avez compris, donc nous sommes concernés. Et hélas, de nombreuses personnes en zone urbaine sont exposées à des taux dangereux. J'ajouterais qu'il y a une inégalité selon son lieu de résidence, je dirais que c'est la double peine, parce que souvent c'est des logements sociaux ou un peu défavorisés qui vont se trouver plus en bordure de 4 voies, on parle beaucoup du quartier Campasserès à venir, mais c'est vrai dans d'autres endroits. Et donc ça, c'est une zone d'inégalité supplémentaire qui est assez inacceptable. Et je dirais en plus que l'environnement durant la grossesse et les premières années sont très déterminants. Donc voilà, de jeunes familles qui arrivent, des mamans qui arrivent et qui viennent s'exposer dans des nouveaux quartiers près de 4 voies, des taux de pollution comme ça, sont exposés à des soucis dans les années à venir. Alors comment améliorer la qualité de l'air? Parce que soyons positifs, je vous ai dit, voilà, il y a un problème, mais on peut trouver des solutions. Je dirais qu'il faut revoir notre mobilité, notre rapport à la voiture, le fait d'être seul dans sa voiture, je crois que c'est ça toute la problématique de base quand même, les gens ils sont seuls dans leur voiture, même s'ils sont dans zone rurale, on peut partager sa voiture. La responsabilité de l'urbanisme, parce que là vraiment c'est la question, étendre les constructions, est-ce qu'on peut être fier de revendiquer d'avoir 2000 entrants chaque mois dans sa ville? Est-ce que c'est une fierté? Est-ce que c'est pas plutôt une obligation de... Non? Oui. Est-ce que c'est pas plutôt l'obligation de construire encore plus, ce qui veut dire éloigner les gens des centres-villes, les obliger de prendre la voiture, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que vous êtes au millénaire, à l'Odysséum, voilà, tout devient à l'américaine dépendant de la voiture, on ne peut plus avoir d'autres moyens de se déplacer. Donc l'urbanisme est une vraie question. Moi je considère aujourd'hui qu'être content qu'il y ait plein de gens qui arrivent dans une ville qui est déjà saturée,
ça me questionne vraiment, parce que c'est une source évidente de pollution, sans parler de l'artificialisation des sols. Et la dernière chose, privilégier bien sûr la mobilité douce, c'est pour ça aussi qu'on est là ce soir. Le vélo qui est une alternative vraiment de choix, j'en suis convaincue. J'ai fait la marche pour le climat avec l'association Vélocité en partant de Clapier, grâce à un prêt de vélo, puisque je n'en ai pas moi-même, je l'avoue. Je me suis régalée, j'avais pas peur parce qu'on était en groupe, et j'ai pris conscience évidemment que c'est très facile, si on est en zone sécurisée, sur les pistes cyclables, de se déplacer dans notre région. On a un atout qui est le climat, il y a quelque chose d'évident et il y a quelque chose qu'il faut porter. Alors merci à Cédric Brousse qui avait partagé ce gif sur Twitter, et je vais piquer les photos parce que j'ai trouvé sympa pour dire pourquoi c'est bien le vélo. Ben voilà, Montpellier est la 4e ville la plus embouteillée de France, et une piste cyclable absorbe 8 fois plus de trafic qu'une route, donc c'est intéressant. On dit supprimer la voiture, augmenter le diesel, c'est imputer les foyers les plus faibles, mais la voiture, globalement, même si on n'augmente pas le diesel comme c'était prévu, c'est un budget très important. Donc toutes les alternatives qu'on peut proposer aux foyers, même les plus modestes, sont intéressantes en termes de mobilité douce pour leur budget également. Et puis je dirais que ça permet à certaines familles d'avoir une voiture au lieu de deux, par exemple, quand on peut se déplacer en vélo à côté. Et ça, c'est très important en termes de pollution, mais aussi en termes de budget, pour des familles à revenus moyens. Le vélo va moins vite que la voiture, donc 15 km/h, 14 km/h en ville, donc c'est pas vrai évidemment. Et le vélo nous permet que les petits trajets, ça c'est vraiment intéressant parce que c'est un des arguments dans nos zones périurbaines, de dire moi je suis trop loin de la ville, vous êtes en ville, les vélos c'est pas possible. Il y a des trains, il y a des trams, mais avec le vélo on peut aller très loin, on le voit. Et ça je pense c'est un axe qu'il faudra développer dans ce qu'on appelle la multimodalité, ça me paraît très important. Donc, se déplacer à vélo, vous l'avez compris, c'est bon pour la qualité de l'air, mais c'est aussi bon pour la santé. Et je dirais que c'est la meilleure solution. Je pense que quand il y a un bénéfice pour notre société et un bénéfice personnel, c'est là qu'on est le plus enclin à changer nos comportements. Et je fais une parenthèse, c'est le cas par exemple pour la consommation de viande. On sait que consommer moins de viande protégerait la planète, vous savez, parce que pour produire 1 kg de viande, il faut 7 kg de céréales, donc ça impute énormément en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'approvisionnement de nos sols. Donc sans être végétarien et flexitarien, c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour la santé. Car l'OMS a dit que nous mangeons trop de viande. Donc là, double bénéfice. Et bien pour le vélo, c'est pareil. Se déplacer à vélo, c'est améliorer la qualité de l'air à Montpellier, mais c'est aussi améliorer sa santé, car l'activité physique régulière a de nombreux bénéfices. Et le premier, donc là je vais vous donner que des chiffres de l'OMS, comme ça c'est indiscutable, je veux dire, bon c'est l'OMS, quoi, donc respect. Et ça a été dit il y a quelques années, ça m'avait vraiment frappé, parce que le travail de l'OMS avait été de dire tout pays confondu, toute origine confondue, tout niveau de vie confondu, toute problématique associée confondue, je veux dire paludisme, pauvreté, enfin, partout sur la planète, l'activité physique régulière diminue le taux de mortalité et augmente l'espérance de vie. Alors c'est sûr que l'espérance de vie de quelqu'un qui vit en Inde n'est pas la même qu'en France, mais pour ces deux populations, l'activité physique régulière augmentera sa propre espérance de vie. Et ça, pour le médecin occidental que j'étais, qui avait à ma disposition tant d'outils thérapeutiques, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Alors, quand on parle d'intensité modérée, l'OMS, ces bénéfices-là, il les considère pour en gros 20 minutes par jour sur une semaine. Hein. Donc, c'est vraiment des trajets moyens en vélo. Hein. Parce que la régularité, c'est compliqué quand on fait une activité physique qui n'est pas du déplacement. On va faire courir 1 ou 2 fois par semaine, on peut aller à un cours de gym, on peut faire de la danse. Mais ce qui est vraiment, le bénéfice, il est réel dans la régularité. C'est ça qui est intéressant dans le transport en vélo, c'est que si vous avez besoin de votre vélo pour aller travailler, vous en faites tous les jours. Et c'est là que le bénéfice est vraiment important. Donc on sait que ça diminue les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, le type 2, le cancer du côlon ou du sein. Il y a un lien très étroit entre ces cancers et l'activité physique, et aussi la dépression. Donc en fait, globalement, l'activité physique a un impact positif très important sur toutes les maladies chroniques de ce siècle. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, la pollution atmosphérique, elle a participé à l'explosion des maladies chroniques que nous vivons aujourd'hui, mais l'activité physique peut les maîtriser et les faire diminuer. C'est ça qui est intéressant. On a montré aussi que ça permettait une plus grande capacité respiratoire, cardio-respiratoire et musculaire, et aussi maintenir un bon poids avec un bon rapport masse corporelle et masse musculaire, avec une bonne répartition des tissus gras et musculaires. Donc finalement, l'activité physique régulière, ça permet un entretien de l'organisme. Et ça, c'est très très important aussi, parce que finalement, c'est dans la prévention de notre corps qu'on aura la meilleure façon d'agir pour éviter la survenue de maladies ultérieures.
Ça, c'est particulièrement important et ça sera de plus en plus émergent que notre espérance de vie se rallonge, mais qu'aujourd'hui, ce qui stagne, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et c'est ça qu'on doit viser. Vivre longtemps, c'est bien si on vit bien en bonne santé. Et l'activité physique est très contributive dans cet objectif-là. En conclusion, le vélo est une mobilité bénéfique pour la qualité de l'air, aussi pour la planète, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, parce que les voitures, elles nous polluent, mais elles émettent aussi beaucoup de gaz à effet de serre, et c'est bénéfique pour notre santé. Donc je crois vraiment aujourd'hui qu'on peut dire que le vélo a une place prépondérante dans le défi que devra impérativement relever Montpellier pour améliorer son air et protéger ses citoyens. Et je vous remercie. Merci bien. Il y a un micro mobile. J'ai une question. Merci pour votre présentation qui est très inspirante. Les graphiques de pollution que vous avez montrés, est-ce qu'ils sont accessibles au public ou est-ce qu'on peut les consulter? Alors, très bonne question. En fait, si vous voulez, les stations qui mesurent la qualité de l'air, c'est une obligation légale. Il y a une problématique, c'est qu'elles sont financées, et c'est la loi, par les collectivités locales, par les pollueurs eux-mêmes essentiellement. Donc vous comprenez bien que ce pas des gens qui ont forcément envie d'être dans la transparence. Ça dépend. Air Paris fait dans la transparence, mais a été sanctionné. Il y a 3 ans, Ségolène Royal, quand elle était ministre de l'Environnement, avait coupé des fonds à Air Paris, parce qu'il y a des fonds aussi d'État. Parce qu'elle trouvait qu'ils annonçaient trop de pics de pollution, vous voyez, le genre. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on peut les trouver, mais c'est compliqué. En fait, il faut aller sur polluants. C'est pas, voilà, il n'y a pas quelque chose, vous n'arrivez pas par rapport à Air Paris, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, le site, c'est Atmo Occitanie. Donc il faut chercher par polluant, et après il y a les stations Montpellier. Mais là, par exemple, je vous ai montré ça, et qualité de l'air très bonne. Parce qu'en fait, si vous voulez, les normes, elles sont européennes, et c'est une moyenne de tous les polluants. Donc il y a des polluants qui sont assez bas, comme les PM10 ou d'autres polluants, et c'est une moyenne sur toutes les stations. Et elles sont très très nombreuses. Mais on peut le trouver, c'est Atmo Occitanie. Ouais. Oui, j'ai une question à poser au sujet des graphiques que vous avez indiqué. Vous aviez dit au départ que, effectivement, plus on était près d'un autoroute, plus le taux de pollution était élevé. Or, il se trouve que dans les graphiques que vous avez donnés, à partir des capteurs, effectivement, à l'intérieur de Montpellier, c'est pas la zone de près d'Arène, par exemple, qui est la plus polluée, c'était la zone j'ai vu des zones plus polluées de Chaptal, par exemple, qui sont quand même relativement loin d'autoroute. Alors, comment vous expliquez ça, un peu cette contradiction? Effectivement, peut-être par la position du capteur et le manque effectivement de réflexion sur le nombre de capteurs, effectivement, qui est certainement insuffisant, ou par autre chose? Alors, en fait, les études, à Chaptal, il y a énormément d'embouteillages, donc il y a beaucoup de circulation, donc c'est très fort. Les études, si vous voulez, elles ont été faites, c'était un peu une modélisation. Ces chercheurs voulaient prouver que c'était la pollution des automobiles qui donnait ces maladies. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des lobbies faramineux, c'est un truc de fou, vraiment. Il y a des enjeux colossaux, et donc on a dit longtemps, c'est l'industrie, c'est ceci, c'est cela, c'est pas les voitures, c'est pas ceci, c'est pas cela, ça fait pendant 10 ans on tourne autour de ça. Et donc ça, c'était une modélisation pour dire, voilà, moins on habite loin, mieux on va, plus on est près, mieux on va. Ça ne veut pas dire que parfois près dans les embouteillages on n'est pas bien, mais c'était plutôt une modélisation pour montrer, si vous voulez, qu'il y avait une corrélation très directe entre l'exposition et les polluants. Mais c'est sûr qu'après d'Arène, les risques sont les mêmes qu'à Chaptal, évidemment. Mais ça pose la question des zones de construction dans ces zones-là. Moi, je pense qu'il devrait y avoir des zones non constructibles pour raison de pollution, comme il y a des zones non constructibles pour des raisons d'inondation. Je ne pense qu'on ne peut pas, au regard de ces études qu'on connaît aujourd'hui, si on a construit il y a 30 ans, on ne le savait pas, très bien. Aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on puisse construire dans des zones comme celle-là, je ne le comprends pas. Et d'ailleurs, moi je prédis, il y a des gens qui ont construit vers Bayard, vers l'autoroute et tout ça, en disant comme argument de vente, c'est pratique, c'est près de l'autoroute pour aller au boulot. Moi je prédis que cet immobilier va chuter grandement à un moment donné, ça c'est sûr. Peut-être une remarque pour continuer la remarque de monsieur. Il y a effectivement ce terme que vous utilisez, vous dites que la pollution est d'origine autoroutière. Alors, dans mon esprit, ça veut dire, bon, c'est l'autoroute. C'est pas les bouchons, c'est pas la circulation en ville.
Est-ce que c'est un terme que vous employez de façon précise et volontaire, ou est-ce qu'il faut l'interpréter comme plus générique en disant pollution autoroutière, ça veut dire c'est le trafic partout, en ville, sur les départementales, nationales, etc. Non, oui, en fait, c'est partout. C'est un terme générique. Autoroutière, c'est parce que ça veut intégrer pas que les voitures, mais les camions, hein, parce que nous, on a le problème avec les camions. Et Montpellier est hyper concerné parce que l'Europe est traversée par notre autoroute, gratuitement, parce qu'il n'y a pas d'écotaxe. Donc, les Polonais viennent en Espagne et c'est nous qui respirons l'air. C'est nous qui, voilà, les gens qui habitent à Saint-Onès, par exemple, c'est la catastrophe avec les débordements. Donc, on dit autoroutier parce qu'il y a tous les camions qui sont diesel en plus. C'est pour ça qu'on dit autoroutier. En complément de ce que vous venez de vous dire, est-ce qu'il faut tenir compte de la pollution qui est liée au freinage? Parce qu'en fait, dans le centre-ville, il y a 40% c'est la combustion, mais le reste, c'est les freinages. Les freinages, c'est le tramway, c'est les voitures. Alors, c'est compliqué. Alors, tu sais, Nicolas, souvent, c'est un argument qui est utilisé par les gens qui veulent continuer à construire des voitures essence ou diesel, quand même. Enfin, alors, bon, en fait, le chiffre, on pourra discuter ce chiffre de 40 et tout ça. En fait, toutes les voitures freinent, hein, donc si on n'a pas de truc de freinage, bon, on n'a pas de voiture, donc le mieux c'est de se déplacer autrement. Mais on va dire qu'une voiture essence, diesel, électrique, les trois vont freiner, mais l'électrique émettra aucune pollution et l'essence moins que les diesels. Alors, dans les freins, il y a des particules qui sont relativement grosses, donc c'est pas très important. Comme vous l'avez vu, c'est des PM10 et tout ça. Et parfois, il y a des particules qui sont un peu plus petites, effectivement, mais qui pour nous, dans les études d'aujourd'hui, ne sont pas en quantité imputable à la problématique sanitaire. Voilà. Oui, bonsoir. En ce qui concerne également les déplacements de pollution, il faut prendre en compte l'aérologie. On peut très bien avoir une autoroute et à proximité très peu polluée et finalement être beaucoup polluée à 1 km de distance ou une concentration d'effets. C'est ça aussi. Et comme on n'a pas de capteur, bon, c'est très difficile de savoir effectivement où sont les points de pollution les plus importants. Oui, alors ceci dit, les polluants, si vous voulez, comme on respire tout le temps, oui, ce que je dis. Quand le polluant est émis à côté de la 4 fois, vous respirez, vous allez le respirer avant que le vent l'emmène. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il va être émis à un moment donné et vous allez respirer, il ne va pas partir. C'est pas Mary Poppins, quoi. Il va partir avec le vent. Et quand il va partir, après, il va se dégrader en d'autres particules. Donc c'est vrai qu'il peut encore aller en plus ailleurs. Il va là et vous avez raison, il peut encore aller ailleurs. Mais c'est quand même à l'endroit d'émission qu'on le respire plus par rapport au pollen, par exemple, où les pollens font beaucoup plus de trajets et on va les respirer de la même manière. Après, il y a quand même à un moment donné quelque chose qui fait que ça va monter en fait dans l'air aussi et ça va être moins respiré par nous, contrairement à des pollens qui sont un peu plus gros. Justement, je voulais poursuivre ce que vous vouliez dire, c'est au lieu d'émission qu'on respire. Du coup, est-ce que ce n'est pas les automobilistes qui sont les premiers impactés? Exactement, beaucoup plus que les cyclistes, vous avez raison. Ça, des études l'ont montré, c'est super intéressant. C'est qu'on pourrait se dire, en vélo, on respire la pollution des voitures. En fait, l'automobiliste est hyper impacté, surtout dans les embouteillages, parce qu'il est entouré de gens qui émettent à mort. Et donc, j'en souris, c'est pas... Mais dans un véhicule, en fait, il y a énormément de pollution atmosphérique, de particules fines et de NO2, beaucoup plus que quand on est sur la voie cyclable à côté. C'est vrai. J'ai une autre question en fait, qui est le lien, enfin je ne sais pas, quelle est la proportion entre la qualité de l'air extérieur et la qualité de l'air intérieur? C'est une très bonne question. Parce que un des autres arguments des lobbies automobiles, je dirais, c'est de parler de pollution intérieure. Je vous le dis maintenant, vous regarderez, quand on commence à avoir des études qui sortent sur la pollution extérieure, il y a tout de suite un article ou un petit sujet dans le 20h sur la pollution intérieure. Une des tactiques des lobbies, il y a plusieurs tactiques des lobbies. Une des tactiques, c'est faire diversion. Diversion idéale. Attendez, la pollution intérieure quand même, c'est important. Et donc l'OMS a dit que 60 à 70% de l'air intérieur est composé d'air extérieur. Donc de toute façon, voilà, donc on le respire. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a en plus d'autres polluants qui vont être des composés organiques volatiles, issus des produits ménagers, issus de nos meubles, qui sont des perturbateurs endocriniens plutôt. Mais ils s'ajoutent à la pollution extérieure. Donc je termine sur les lobbies, donc vous verrez, c'est marrant parce que maintenant vous pourrez décrypter. Donc faire diversion, donc la pollution intérieure. Créer la polémique, la controverse, parce que pendant ce temps, nous, en tant que scientifiques, on veut leur dire qu'ils ont tort et pendant ce temps-là, on ne se mobilise pas pour défendre notre cause. Donc c'est dire, mais non, c'est pas vrai. Les diesels, par exemple, voilà, en ce moment, les diesels polluent moins, les nouveaux diesels polluent moins que les véhicules essence. Ils savent très bien que c'est faux, mais pendant qu'on leur répond, et on est obligé de le faire,
ben, on n'avance pas sur nos projets, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Vous disiez tout à l'heure qu'on pourrait améliorer les règles d'urbanisme pour faire des zones, pour créer des zones où on limite la construction et les habitations pour que les gens ne souffrent pas de la proximité des grands axes. Mais au fond, très souvent, ces zones-là, elles existent déjà par rapport au bruit. Parce que quand il y a de la pollution, il y a aussi du bruit. Complètement. Et c'est là, je dirais qu'à la limite, c'est un peu la même chose. Vous avez raison. D'ailleurs, dans l'article là sur Alzheimer, c'est sur la pollution et le bruit. Il parle de bruit aussi dans l'article. Voilà, donc c'est deux choses complètement liées. Et seulement, une deuxième observation, c'est que quand on trace des itinéraires cyclables, ça c'est du court terme, hein, quand on trace des itinéraires cyclables, je crois qu'il faut faire tenir compte absolument des zones de pollution et ne pas créer des pistes qui sont, par exemple, le long d'une rocade. Par exemple, sur la route de Toulouse. Parce que sur la route de Et Toulouse, si, parce que plus il y aura de pistes cyclables, moins il y aura de voitures. L'idée, c'est de remplacer les voitures par des vélos. il y a 15 000 voitures par jour sur la route de Toulouse. Hein, Mais aujourd'hui, il faut être très courageux, voire inconscient pour prendre un vélo à Toulouse. Hein, donc, ça nous rend bien, franchement. Moi, je parle du court terme. Oui, mais en plus, le vélo, c'est pas Non, grave. non, ce que vous dites, c'est en fait, on s'est rendu compte que même un vélo près d'une rocade, on respire moins de pollution dans sa voiture dans la rocade. C'est ce que j'ai répondu à monsieur. Donc, si vous voulez, ces chiffres-là rassurent quand même, voilà, sur l'idée qu'il faut plutôt faire des pistes en continuum. Et même si c'est près d'une rocade, c'est sûr que l'air est moins pur que si on est au bord du Lez, évidemment. Hein, mais on respire mieux que dans la voiture qu'on prenait quand on était dans la rocade, je pense. Enfin, c'est même prouvé. Alors justement, à propos des questions d'urbanisme, j'ai lu quelque part que l'ARS, l'Agence régionale de santé, préconisait que en fait, les gens aillent vivre à l'extérieur des villes pour respirer un air meilleur. Mais en même temps, et c'est ce qui se passe à Montpellier, notamment à l'ouest de Montpellier, ben, les gens ils se retrouvent dans des bouchons tous les matins, donc le bénéfice d'aller habiter à l'extérieur, on ne voit pas très bien où il est. Oui, cette préconisation, en plus à l'extérieur, voilà, on revient dans le truc, ça veut dire qu'il faut prendre sa voiture pour aller travailler. Enfin, l'idée aujourd'hui, si on veut vraiment protéger sa santé, le seul bénéfice qu'on peut trouver, à part aller habiter très loin à l'extérieur, après il y a extérieur, hein, il y a les Cévennes évidemment, mais bon, c'est de ne pas être près d'un gros axe autoroutier ou d'une avenue très embouteillée comme Gambetta. Voilà, le seul conseil que je pourrais donner, c'est que les patients me demandent. Mais en fait, on se rend compte que quasiment tout le monde habite, vous voyez, quand on commence à parler, voilà, c'est compliqué. Mais c'est sûr que par exemple dans les Cussons, on est beaucoup moins exposé que quand on habite à Gambetta, par exemple. Deux choses à dire. Comment ça s'appelle ? L'avenue de la Liberté. Sur l'avenue de la Liberté, à proximité de la place du 8 mai, il y a une école maternelle et une école primaire. Ça, c'est un point. Bon. Il y a eu un agrandissement il y a 2 ans de la partie restauration de cette école. Ça m'a paru une aberration. Ça confirme qu'elle va y rester là où elle est. Deuxième point, je voudrais savoir quel est l'impact de la combustion au bois. Alors, la combustion, alors oui, ça aussi c'est un peu parfois bon. Alors la combustion au bois, oui, émet des particules fines, surtout les mauvais foyers de combustion. C'est une problématique qu'on n'a pas du tout ici, qu'on a très peu à Paris, mais qu'on a par exemple beaucoup dans la vallée de l'Arbre, en fait, vers Chamonix, où là ils ont une pollution à la combustion de bois qui est importante parce que les gens sont équipés de foyers ouverts ou d'inserts de mauvaise qualité. Donc pour le bois, il faut que la combustion soit optimale et pour ça il faut vraiment un foyer fermé et un foyer de bonne qualité. Ça c'est très important. D'ailleurs je crois qu'il y a des aides qui sont prévues pour aider les gens dans ces régions-là à changer leurs poêles pour des poêles de meilleure qualité. Après il y a aussi des choses plus ponctuelles qui peuvent être des incinérateurs, par exemple comme à Vieille. Ça c'est une source de pollution atmosphérique qui à un endroit donné va être importante, mais elle est assez ponctuelle. Et ceci dit, pour les gens qui sont à côté, elle est très importante en termes de santé, elle a un impact important. Localement, en fonction de là où vous êtes exposé à des choses qui peuvent être variables. Et l'important, c'est là où vous êtes. C'est pour ça que le discours général, les moyennes, les statistiques, ça ne veut rien dire. L'important, c'est quel est l'air que je respire là où je suis. Juste une remarque pour compléter ce qui a été dit juste avant. Là, j'ai les chiffres d'une étude qui est sortie en décembre 2018.
Donc si on est à vélo, on prend 2 fois moins de particules fines que dans une voiture. Donc même si sur les rocades, sur les grands axes, on met des pistes cyclables, on prendra beaucoup moins de pollution que si on est dans notre voiture, parce que ce grand axe, on ne sera pas dans les bouchons. Et à la base, on passe moins de temps et on prend 2 fois moins de pollution. Donc il n'y a pas de... C'est pas incohérent de mettre des pistes cyclables sur les gros axes, au contraire. Et même, on a vu les enfants, en fait, l'impact sur les enfants. Un enfant dans une voiture, dans un embouteillage, finalement, paradoxalement, il est moins exposé qu'un enfant dans la carriole de son père sur le vélo, là, de sa mère, pardon. J'ai une question. On a vu tout à l'heure que l'Europe sanctionne. L'Europe sanctionne la France pour le non-respect des règles de normes de pollution. Est-ce que ça se traduit par des pénalités? J'imagine que oui. Pénalité égale budget. Est-ce qu'on connaît cette part de pénalité? Est-ce qu'on connaît ce budget qu'on pourrait économiser, qu'on pourrait réinjecter dans des voies de circulation douce? Alors, ça fait 9 ans que ça dure. Pour l'instant, on n'a rien payé parce que vous savez, tout ça, hein, c'est compliqué. Et ça tombe sur le gouvernement actuel. C'est le truc qu'a fait Nicolas Hulot avant son départ, en fait. En fait, la première fois, on a été sanctionné pour non-respect des normes. Et la dernière fois qu'on a été sanctionné, c'est il y a 4 ans, pour non seulement non-respect, mais non mise en place de moyens essayant d'eux. Donc vraiment, voilà. Et donc, ce sujet a été traité par Nicolas Hulot quand il est arrivé au gouvernement. Et c'est pour ça que des zones à faible émission ont été signées dans les 14 territoires concernés. Ça fait partie des objectifs, parce que la problématique de la qualité de l'air, et ça, je crois que ça va être pris en compte quand même dans la future loi de mobilité, c'est que c'est une problématique qui est hautement territoriale, en fait, si vous voulez. L'État ne peut pas... voilà, Paris, c'est pas Montpellier, chacun doit adapter à sa ville. Et donc, il faut donner, bien sûr, les moyens et l'autonomie au territoire, et il faut aussi que les territoires soient motivés. C'est là où, par exemple, Montpellier a signé pour une zone à faible émission, ils étaient obligés quasiment, hein, parce que c'est l'un des 14 territoires, donc je crois qu'on est l'amende, elle est 50 millions. Et donc Nicolas Hulot a dit je préfère les mettre dans des infrastructures, ne la payons pas que la payer. Voilà, c'était ça l'idée, c'est ce que vous dites. Hein. Mais une zone à faible émission, c'est insuffisant. Donc il en faudrait beaucoup plus. Donc voilà, donc là c'est pas avec ça qu'on va atteindre les objectifs, ça c'est sûr. Sauf si on supprime encore des capteurs, je ne sais pas. En tant que président de Vélocité, je voudrais vous dire que votre exposé est très important, il est même fondateur de notre lutte, parce que vous avez parlé, il y a 2 arguments, il y a la qualité de l'air et la santé. On a fait la marche pour le climat, des choses comme ça, c'est vrai que c'est bien, les vélos roulent pour le climat, ils le font pas forcément exprès, mais à eux tout seuls, ils ne vont pas inverser la courbe du climat. Ça, on en est bien certain. Par contre, la qualité de l'air que l'on respire, ça, c'est fondamental. Quand on est en vélo, on est dans la circulation, on respire l'air de ceux qui n'ont pas choisi le vélo. Et là, il y a une inégalité fondamentale. Moi, je fonde notre action un peu sur la justice et sur l'équité. Et il n'y a aucune raison de se laisser polluer par des gens qui ne font pas l'effort de faire un vélo, parce qu'on sait que la plupart des déplacements font moins de 6 km. Ça aussi, c'est prouvé. Le second aspect, c'est la santé. Vous avez très bien résumé les bienfaits de l'activité physique. Et là aussi, on n'insiste pas assez là-dessus. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est fondamental pour... votre exposé a été fondamental pour soutenir notre action. Je pense qu'on est ici tous convaincus que c'est bon pour la santé. Je reste un peu sur ma faim sur l'explication des pathologies extrêmement larges que vous avez évoquées. L'asthme, on comprend, l'insuffisance respiratoire, on comprend, le cancer, on comprend un peu moins, la démence, on comprend presque plus. Alors, j'ai envie de faire comme Michel Chevalier, comment ça marche? Quel est le rôle exact? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le rôle de ces micro ou nanoparticules dans notre corps? Parce que moi, ça me trouble un peu de voir que c'est aussi large que ça. En fait, le point commun à toutes ces maladies, on peut dire, après sans rentrer vraiment dans les détails, c'est une inflammation. En fait, c'est que ces particules vont créer localement des réactions inflammatoires. Donc, comme vous le comprenez dans l'asthme, qui est une inflammation des bronches, donc finalement, ces particules dans les bronches vont créer une inflammation qui va donner l'asthme. Et bien, ces particules dont on a parlé, les plus petites, les ultra fines, ou ces gaz CNOx, ont la particularité de pouvoir créer une inflammation dans un organe
qui peut être le cerveau ou le pancréas pour le diabète. Cette inflammation, si vous voulez, elle va créer des désordres locaux, parce que l'organisme va lutter contre l'inflammation, on va essayer de lutter en permanence, et c'est ça qui va être à l'origine, en fait, d'un dépassement de notre système physiologique et de la maladie. Est-ce que j'ai répondu ou pas? En partie, oui. Bon. Après, il y a par exemple sur Alzheimer, on sait qu'il y a des plaques amyloïdes qui vont se former, des agrégats entre les neurones. On sait qu'il y a une composante inflammatoire. On imagine que ces particules ultrafines viennent déposer des substances extrêmement inflammatoires très très près des neurones. Et en fait, toutes ces maladies ont en commun quand même de l'inflammation, si vous voulez. C'est-à-dire que l'infarctus coronaire, il y a une inflammation des artères. Le diabète, c'est un pancréas qui dysfonctionne et qui est inflammatoire. L'Alzheimer aussi. Et le cancer, c'est par un autre mécanisme. Le cancer, c'est les hydrocarbures, en fait, polyaromatiques, qui sont extrêmement cancérigènes, en particulier ceux qui sont émis par le diesel. Oui, j'aurais aimé savoir ce que vous pensez des masques pour les cyclistes. Est-ce qu'ils sont efficaces ou pas? Non. Non, mais c'est bien, très bien. Non, mais parlons. Oui. Est-ce que le fait aussi de mettre ne serait-ce qu'un tissu est efficace ou pas? Parce que je vois beaucoup de cyclistes avec ou des masques. Je vous remercie de votre question parce que je n'ai pas pensé d'en parler. Et moi, ce qui m'énerve, vraiment, ça m'agace profondément, c'est qu'il y a toujours du business à faire sur le dos de la santé des gens, quoi. Donc moi, je l'ai vécu avec les acariens pendant des années en tant qu'allergologue. On a vendu des trucs inutiles à plein de gens. Et les masques, c'est pareil. Les masques sont totalement inutiles. Je vais vous expliquer pourquoi. Très simplement, c'est que les particules dont je vous ai parlé et les gaz, c'est comme de l'eau. Pour que ces masques soient efficaces, il faudrait qu'ils soient étanches comme un masque de plongée. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faudrait que... Vous voyez ce que je veux dire? Ces particules, elles sont de la taille du micron, même plus petites que le micron. Donc aucun masque ne sert à rien, le foulard bien sûr encore moins. Au contraire, je dirais que même ça empêche l'air de surcycler quand vous respirez. Donc c'est vraiment inutile et en plus c'est de l'argent inutilement dépensé. Et de toute façon, je crois que l'ANSES avait donné un avis défavorable sur les masques. En fait, c'est inutile clairement. Oui, pour revenir à la précédente question là, concernant l'effet des activités physiques, j'ai lu un peu par hasard un Américain qui a fait une étude sur 300 personnes entre 50 et 70 ans. Donc il a ciblé une population qui faisait une activité physique régulière, surtout des cyclistes, et d'autres personnes qui ne faisaient pas d'activité. Un échantillon partagé en deux. Et il a constaté qu'au niveau des... Comment ça s'appelle? C'est lymphocytes, c'est ça? Que en fait, les personnes qui avaient une activité régulière, foncière et soutenue, développaient plus de lymphocytes par rapport aux populations sédentaires. Et qui fait que ces lymphocytes, il appelle ça les lymphocytes kilaires, c'est ceux qui sont ciblés, qui agissent directement au niveau de cellules cerneuses, et en particulier cellules anticancéreuses, etc. Est-ce que vous, je ne sais pas si ça peut compléter la réponse à... Oui, en tous les cas, il est vrai que l'activité physique régulière a une action positive sur le système immunitaire. Donc le système immunitaire, c'est les lymphocytes. Donc il y a les lymphocytes T qui vont nous réguler. Et ces killers dont vous parlez, c'est ceux qui font le ménage en permanence. Parce que dans notre organisme, tous les jours, il y a des milliers de cellules cancéreuses qui naissent mais qui meurent, elles sont tuées immédiatement. Il y a des milliers de cellules inflammatoires qui meurent, elles sont tuées immédiatement. À un moment donné, notre système est dépassé. Et il est vrai que l'activité physique régulière contribue à un bon équilibre de notre système immunitaire qui lui-même contribue sûrement à prévenir certaines maladies chroniques. Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez connu ou est-ce que vous connaissez le nom de Benoît Vallée? Ça vous dit quelque chose? Non. Bon, alors c'était sous Royal, il était le médecin en chef du ministère de la Santé. Donc ce monsieur m'a répondu parce que je lui ai posé une question par rapport à la géo-ingénierie. Il m'a dit, alors donc j'ai refait, alors il m'a dit, ben, jusqu'à présent nous n'avons pas fait d'études sur la géo-ingénierie. Donc, dans votre exposé, on ne parle pas. Bon, je ne vous jette pas la pierre, parce que si vous en parlez, vous allez avoir de gros problèmes avec l'armée. Et toujours est-il, vous savez, parce que c'est les gens ingénieurs. Non, mais c'est bien de connaître les limites de ses compétences, donc je ne sais pas ce que c'est. C'est des traînées chimiques qui datent de traînées chimiques. Ah oui. Qui datent depuis la guerre du Vietnam. Et actuellement, aujourd'hui, il n'y en avait pas. Il y avait un Mistral sûrement très fort à 8000 mètres, donc il n'y avait pas de traînées chimiques aujourd'hui. Mais vous prenez par exemple lundi dernier, Montpellier était farci de traînées chimiques, c'est-à-dire qu'on obscurcit le ciel, alors on nous prend pour des
pas des terroristes, mais des gens qui inventent des choses. Le problème, c'est que j'ai la lettre de Benoît Vallée. Donc si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer. Ce monsieur dit, mais on n'a pas fait d'études. Et oui, parce qu'on ne veut pas déranger l'armée. Voilà. Tous les jours, nous respirons des nanoparticules de titane, d'aluminium et d'autres particules. Et on n'en parle pas. Voilà. Et on n'en parlera pas. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur la question de monsieur tout à l'heure. J'ai entendu vos réponses sur l'Alzheimer, etc. J'avoue que je ne comprends pas l'autisme. Pour moi, c'était un peu de conformation du cerveau et une connexion supplémentaire. Je ne vois pas l'action, je ne vois pas l'inflammation. Si... Alors, non, l'autisme, alors là, c'est vraiment lié à l'exposition pendant la grossesse, hein, clairement. Ah, d'accord. Ah oui, voilà, oui. Mais il y a beaucoup de maladies où c'est le cas. Donc, quand on parle de diabète et tout ça, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont très liées à ce que j'ai appelé donc l'épigénétique, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, le problème de l'autisme, c'est que le tube neuronal se forme très précocement dans l'embryogenèse, donc c'est vraiment au début de la grossesse, à un stade où parfois la future maman n'est pas en plus hyper attentive, et c'est vrai d'ailleurs pour les perturbateurs endocriniens également. Donc c'est à ce moment-là que ça se met en place, oui. Donc c'est vraiment... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ces particules ultra fines qui passent la barrière hématoplacentaire, comme ces dioxydes d'azote, parce que là, il y a vraiment un danger supplémentaire de maladies qui surgiront à la naissance. Oui. La deuxième chose, bon, c'est juste une remarque. Bon, avec le vélo, on peut aller partout, on peut même faire le tour du monde, hein, ça se fait de temps en temps. Je voulais simplement faire une remarque, ça serait bien que la société de transport ait une action un petit peu efficace sur l'organisation de la possibilité de mettre un vélo dans un train, par exemple, ou dans un tram, ce qui n'est pas fait. Les gars ont quand même été sur le même pendant 15 ans, c'est une catastrophe. Alors qu'il y a des solutions qui existent, Bombardier fait de très bonnes rames au Canada, il suffit d'acheter. Merci. Mais je pense que ce sera une des solutions incontournables si on veut étendre la mobilité douce à des gens qui ne sont pas dans les centres-villes. Il faut absolument régler cette question-là. C'est lamentable. C'est pareil, je reviens sur la précédente question là. Concernant, il paraît qu'aux États-Unis, on tente, pour limiter l'ensoleillement, justement, de larguer comment ça s'appelle, des substances à base de sel d'aluminium et autre chose pour créer des nuages artificiels. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Alors moi, les hit carrés, si vous voulez, j'ai déjà tellement à faire avec tout ce qui est sûr que... Pour la grêle, ça existe. Pour la les hit carrés, je ne sais pas. Pour la grêle, ça existe pour de vrai. Pour la grêle, pour éviter les grêles. Je ne sais pas. Si. Les agriculteurs utilisent des canons à quoi à sel d'argent. Voilà, une question, s'il vous plaît. Les tenants du diesel disent que les véhicules à essence produisent des benzènes. Oui, c'est vrai. Alors, quelle est votre position ou vos lumières là-dessus? Alors, oui, bien sûr. Alors, non, les deux produisent des benzènes. Hein. Les deux produisent des benzènes, mais les benzènes produits par les diesels sont beaucoup plus cancérigènes. Ça a été démontré en laboratoire. Voilà, c'est ça notre argument. Les deux en produisent, c'est vrai. Mais le diesel est beaucoup plus cancérigène. D'ailleurs, c'est pour ça que l'OMS a déclaré en 2012 que le diesel était cancérigène. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, certains pour l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus haut degré dans la classification de l'OMS que cancérigène certains. Vous voyez, c'est comme l'amiante, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, déjà... Aujourd'hui, la problématique, elle est économique. J'ai de la compassion pour le gouvernement en place, parce qu'en fait, il se récolte 20 ans de politique pro-diesel qui a été fait pour faire des emplois, et on est au bout du bout, mais à un moment donné, il faut y aller, quoi, clairement. Oui. Mais c'est vrai qu'en face, il y a du monde hein, pour nous montrer. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, en ce moment, ça tourne les articles, et des collègues à moi, des scientifiques, hein, qui n'ont pas beaucoup d'honneur. Bonsoir, moi j'ai une question, alors peut-être plus d'ordre politique, mais quel est que je sache en France, on n'est pas producteur de pétrole. D'accord? Donc on a un déficit commercial démentiel à l'importation de pétrole. Quelles sont les forces occultes qui continuent à encourager cette dépendance au pétrole? Peugeot, Renault, Peugeot. Au départ, l'histoire du diesel, c'est Peugeot. Il faut savoir qu'en fait, dans les années 80, Peugeot est au bord de la faillite. Et son PDG a une idée géniale, dit « Nous, on sait faire un truc qui est pas mal, c'est du diesel. » À l'époque, il y a 5% de véhicules dieselisés en France. Maintenant, on a 65%. Et il dit on va encourager ça avec des avantages fiscaux et tout. À ce moment-là, sur une première étude de l'INSERM, qui dit quand même que c'est dangereux le diesel, ils la mettent sous le tapis.
Et c'est là que part l'histoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui... Mais pas que le diesel, le pétrole, mais en général. On n'est pas. Non, mais c'est les voitures, c'est les constructeurs de voitures. Aujourd'hui, l'emploi, si vous voulez, les fabriques, la construction automobile est une industrie, est une des rares industries en fait en France qui crée des emplois. On n'est pas un pays super industrialisé, donc en fait, c'est la construction automobile aujourd'hui. Tous les constructeurs automobiles vont pleurer chez le ministre de l'économie en disant mais nous on va fermer mon gars, tu vas augmenter ton taux de chômage. Voilà, c'est ça. C'est ça qui se passe en ce moment. Et là où vous avez raison en plus, c'est qu'on dépend avec le pétrole de pays qui ne sont pas du tout fréquentables. Donc vraiment, il y a tellement de raisons géopolitiques en plus pour se libérer de ça. Enfin... Tesla aurait dû naître en France, pas aux USA. Mais complètement. Parce que les USA, ils ont du pétrole, nous on en a pas. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, ça fait 3-4 ans que je suis ça. Les constructeurs français, plutôt que de... J'allais dire l'expression vulgaire que dit mon fils, je ne le dirai pas. Plutôt que de s'activer et de développer leur recherche et développement pour développer de l'électrique, passent leur temps à payer des lobbies, des scientifiques pour aller pleurer au ministère de l'économie. Voilà, c'est ça la démarche, je ne comprends pas. En recherche et développement, il y a Zoé chez Renault, terminé. Dans les pipelines, il n'y a rien actuellement. Donc, et un jour, parce que quand l'électrique va arriver, et un jour ils iront pleurer parce qu'ils se seront fait manger le marché de l'électrique. Voilà, c'est ça. J'ai une remarque assez évidente, je pense que tout le monde est convaincu ici. On a parlé beaucoup des bienfaits sur la santé physique, sur la pollution, mais il faut aussi parler du stress. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vélo, pour étant quelqu'un qui fait beaucoup de vélo taf, et j'imagine que ici aussi il y en a, on est rarement en retard. Parce qu'on sait de toute façon que le temps est toujours le même, il est incompressible, c'est toujours 30 minutes pour aller au travail, quel que soit le niveau de circulation. Et deuxième chose aussi, j'ai rarement vu un vélo insulter un autre vélo. C'est moins le cas quand on vient au volant. Généralement, il y a tous les noms d'oiseaux qui volent, donc c'est vrai que le stress au quotidien, on arrive moins stressé. Alors peut-être un peu plus en sueur, mais moins stressé qu'un automobiliste. J'ai mon fils qui a eu un problème avec un cycliste, il a... Attendez. En fait, c'est l'autre cycliste qui s'est retrouvé à l'hôpital avec une fracture quand même de la mâchoire. Voilà, donc il y a énormément quand même de problèmes entre cyclistes. Ça, il faut le savoir qu'il ne respecte pas beaucoup de... Enfin, il y a quand même beaucoup de cyclistes qui ne respectent pas certaines choses. Voilà, et ça c'est quand même dommage. Parce que moi je suis cycliste aussi, et bon, voilà. C'est pour ça que Vélocité a des groupes de travail, et un groupe de travail c'est l'éducation. Parce que si on revendique auprès du pouvoir public, il faut qu'on soit irréprochable. Et donc l'éducation c'est important. Suite à la remarque de madame, je vais juste ajouter un complément. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes de cyclisme. Bon, j'en ai pas eu, moi je l'utilise tous les jours, j'en ai pas eu personnellement, pratiquement tous les jours. J'en ai pas eu à titre personnel. Mais je pense notamment aux cyclistes qui, par exemple, emmènent les repas, vous savez, à domicile, etc. Il y a très souvent des soucis, j'en ai vu passer comme des fusées sur des pistes cyclables. Je ne sais pas comment ils évitent les autres cyclistes, voire les piétons qui traversent. Et je sais qu'il y a déjà eu des problèmes, malheureusement. Donc c'est vrai qu'il y a une éducation à faire, monsieur l'a dit, je vais passer là-dessus. Autre chose, alors là, je vais peut-être jeter, peut-être pas faire plaisir, il faut quand même aussi que les piétons soient prudents, parce qu'on dit toujours que les piétons sont les rois. Moi, un piéton qui traverse en gardant son portable, le casque sur la tête, une piste cyclable, et qui se prend un vélo en pleine poire, excusez-moi, j'en ai vu devant moi. C'est le piéton qui est responsable, c'est pas le cycliste. À un moment donné, on a beau freiner, on ne peut pas éviter n'importe qui, si c'est au dernier moment. Je pense qu'il faut faire très attention, il y a aussi une éducation du piéton. C'est une question de partage. C'est une question de partage, je n'ai pas les pierres, ni aux piétons ni aux cyclistes, mais c'est une question de partage. Il faut que les gens soient un petit peu raisonnables les uns les autres. Voilà. Là, c'est Vélo et Santé ce soir, donc si vous avez des questions qui sont plus en lien par rapport à l'intention de Mme Trébuchet, même si le débat est passionnant. Oui, est-ce qu'il est démontré que l'incidence de la pollution, particules fines, mais aussi perturbateurs endocriniens, etc., a une incidence sur les maladies des jeunes? Parce que moi, je connais à titre personnel quand même pas mal de jeunes qui ont des maladies graves, et on se demande, est-ce que... Quel type de maladie? Des cancers. Ah oui. Enfin, alors pour l'instant, c'est très difficile. Si vous voulez,
pour que dans une étude médicale scientifique, on puisse sortir une différence significative et dire que la pollution est responsable, il faut vraiment qu'il y ait un lien très fort. C'est très difficile parce que la pollution, il y en a un peu partout, un minimum. C'est pour ça qu'on a pris la modélisation de la 4 voies, d'être près d'une 4 voies, parce qu'on en respire tous plus ou moins. Donc voilà, il y a quelques cancers comme la leucémie lymphoblastique chez l'enfant, il y a le cancer du poumon chez l'adulte, du non-fumeur, mais c'est très dur à mettre en évidence et il y a beaucoup de situations où peut-être ça existe, mais aujourd'hui on n'a pas encore les modélisations, les études sont en cours. Donc, mais c'est environnemental, après les cancers, c'est pas forcément que la pollution, ça peut être un perturbateur endocrinien, ça peut être dans l'alimentation. Là aujourd'hui dans la pollution, il y a quand même des études qui sont très solides sur ce que j'ai montré, oui. Et ça n'exclut pas d'autres choses. Oui, bonjour. On a des exemples de villes qui doublent des autoroutes, on a des exemples de villes qui rajoutent des rocades, on a aussi d'autres exemples de villes qui déclassent des autoroutes. Malheureusement trop rares, mais est-ce qu'on a est-ce qu'il y a des études d'impact sur la santé qui pourraient faire de ces exemples-là des bons exemples et qui pourraient faire des petits... Alors je connais un seul exemple qui a encore rapport avec le diesel, excusez-moi, vous allez me dire, la nana elle est un peu ennuyée, c'est vrai. Parce que les études c'est compliqué, peut-être il y a des exemples mais je ne les connais pas parce que moi je fais référence à des études scientifiques, donc dès que c'est impact sur la santé, il faut que ce soit très, très modélisé quand même. Tokyo a interdit il y a 20 ans le diesel en ville et 10 ans après l'interdiction, le taux de mortalité, toutes causes confondues, au niveau pulmonaire avait baissé de 28% et toutes causes confondues au niveau cardiaque de 10% pour la population générale. Voilà, donc ça c'est un exemple entre autres. Après, dans la question que vous posez, on ne le saura mais pas tout de suite parce qu'il y a de nombreuses métropoles qui sont en train de mettre en place des zones à faible émission, des zones de population en termes de mortalité de maladies aux populations qui vivent dans les zones de circulation, mais c'est trop tôt. Parce qu'elles viennent d'être mises en place, il faut attendre 10-20 ans, c'est ça qui est un peu compliqué. Je voulais poser une question sur le fait, là vous présentez les liens entre les maladies et la pollution atmosphérique. Je voulais savoir s'il y a des études épidémiologiques qui existent sur les accidents de vélo. Et donc sur le fait de porter un casque, d'avoir des structures cyclables qui traversent des grands axes. Par rapport sûrement, mais je ne sais pas. Aux accidents plutôt que la partie... je ne sais pas. Je suis désolée, je ne sais pas. Sur le volet infra, il y a des études aux Pays-Bas et en Australie. C'est ce qu'a dit Stein van Ostrand l'autre jour au Diagonal. En France, on nous dit de mettre un casque et de mettre un gilet, mais c'est une fuite des politiques qui ne veulent pas faire les infrastructures. Ce sont les infrastructures qui vont apporter la sécurité. Dans les pays où il y a beaucoup de vélos, les gens ne portent pas de casque et ils sont habillés normalement. Oui, c'est vrai. Par rapport à cette question, il y a une autre étude qui, effectivement, concernant le port d'un casque pour les activités soi-disant présentant un risque. En fait, c'est une arme à double tranchant parce que le port du casque ou de la protection fait que le pratiquant ne porte plus d'attention et finalement il prend plus que de risques que s'il n'y avait pas de casque. Voilà. Et donc on a autant d'accidents finalement dans l'une des deux situations. Vous n'avez pas abordé le problème de la pollution liée à l'usure des pneus, alors même qu'on tend à faire, comme vous venez de faire, un peu le panégyrique des véhicules électriques. Je pense que les véhicules électriques, comme les autres, sont sur 4 pneus. Je crois savoir que chaque pneu perd à peu près 10% du poids de son pneu en microparticules. Est-ce que vous avez des données sur la pollution liée à l'usure des pneus ? Alors, de toute façon, vous avez raison, hein, les mobilités les moins polluantes, c'est celles qui ne sont pas des voitures, même des voitures électriques, hein, évidemment. Hein, donc ça, c'est juste. Après, voilà, toutes les voitures frais, toutes les voitures ont des pneus, mais l'électrique, elle n'émettra pas de gaz et de polluants, l'essence, voilà. Alors, sur les pneus, c'est des particules quand même qui sont relativement grosses. On revient toujours à cette idée-là, si vous voulez. En fait, c'était des données qu'on avait à l'époque, on était resté un peu au PM10, si vous voulez, parce que c'est ça qu'on a mesuré en premier quand on a commencé à mesurer la pollution. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces particules-là, elles sont beaucoup moins toxiques qu'on l'imaginait, elles sont irritantes surtout pour les voies respiratoires. Et il n'y a pas toutes ces particules très petites qui nous préoccupent aujourd'hui, et ces gaz, qui sont à l'origine de ces maladies, parce que ça va très loin dans notre organisme. En fait, voilà. Mais vous avez raison, de toute façon, en premier lieu, des mobilités douces, en deuxième lieu, des voitures partagées de préférence électrique, sinon essence, c'est possible pas diesel, voilà, et les transports en commun.
vous avez raison, il faut limiter la voiture, quoi qu'il en soit. Je crains qu'on remplace une pollution par une autre et qu'on présente la voiture électrique comme la panacée universelle qui empêcherait justement, qui masquerait d'autres alternatives. Alors, là, je vais vous dire clairement, ça c'est un gros coup des lobbies, je vous le dis vraiment, parce qu'ils arrivent quand même à... Moi, je vois des articles qui disent que le véhicule électrique est polluant dans des groupes qui soutiennent par exemple Nicolas Hulot. Donc, je veux dire, les mecs, ils sont forts. Et ce truc a été tellement loin que Greenpeace a été obligé de faire une étude qui a été financée pour voir l'impact de la voiture électrique de sa naissance à sa mort. Puisqu'on parlait des métaux rares et tout ça. Et en fait, non, elle est quand même moins polluante que les véhicules essence et diesel. Donc ça a été prouvé. Ça, je veux que vous l'entendiez parce que c'est vraiment aussi du... Et si vous voulez, nous, aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose. On est dans une urgence. Vous avez, par exemple, un bâtiment dans lequel vous travaillez qui a de l'amiante. On va vous mettre de la laine de verre à place. Vous pouvez dire, écoutez, moi, ça m'ennuie parce que la laine de verre, je ne suis pas sûre que ce soit bon. Moi non plus, je ne suis pas sûre. Mais moi, je ne veux plus d'amiante. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a une urgence. Et aujourd'hui, on est dans cette espèce d'urgence-là. Et la première, elle est le diesel en premier. La deuxième, elle est l'essence et les voitures après. Et après, d'autres mobilités. Mais il y a vraiment aujourd'hui... Moi, je pense que... Enfin, on va vers un réel scandale. Enfin, si ça ne se bouge pas réellement, il va se passer des choses au niveau de l'État et au niveau des territoires. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont, à un moment donné... Il y a des gens qui vont commencer à se regrouper dans des collectifs pour porter plainte et tout ça. Hein. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de... Il faut quand même changer le parc automobile, parce que comme c'est très long pour changer un parc automobile, si on n'impute pas quelque chose très vite, on va jamais y arriver. Mais vous avez raison, il faut en parallèle sortir de ce voiturosolisme, sortir de cette voiture qui est quand même aussi, en France, il faut le reconnaître, un symbole, ça va au-delà de la mobilité. Et donc ça c'est compliqué, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance des gens. C'est que c'est le symbole de quelque chose, de ma voiture... Quelqu'un que je suis sur Twitter qui est dans l'environnement disait le jour où les gens très riches ne rouleront plus dans des grosses voitures, les gens moins riches n'auront plus envie d'en avoir. C'est vrai, c'est le symbole de quelque chose aussi. Donc il y a de l'exemplarité à donner peut-être dans les foyers les plus aisés, de renoncer à des voitures inutiles. Il y a le scandale des SUV. Tous les gens ont des SUV aujourd'hui, c'est des voitures hyper lourdes qui consomment, parce que nous on n'a pas une chose, comment réduire la pollution? Moins consommer. Alors qu'on est dans une problématique de congestion des autoroutes et des voiries, les gens achètent des voitures qui consomment plus qu'avant, des voitures hyper lourdes pour aller au boulot, faire 10 km, plutôt que d'avoir une Clio, des SUV. Donc les SUV, c'est un scandale énorme. Il faudrait les taxer à mort, à mort, à mort. Il faut qu'on prenne une dernière question parce qu'ensuite nous devrons rendre la salle à 7h30. Je vais être rapide alors. J'ai une petite question qui est pas forcément dans le sujet. On parlait des capteurs de relevé des particules tout à l'heure. On est dans une époque où les citoyens mettent la main à la pâte pour faire ces relevés. Est-ce que vous avez des exemples de villes, de collectivités, où les citoyens ont eux-mêmes fait des relevés ou des partenariats pour justement étoffer un peu ces relevés et derrière avoir des données plus objectives? C'est une très bonne question, mais non, parce que c'est des capteurs qui coûtent assez cher, qui sont assez complexes, et même quand on veut le faire à côté, vous avez vu, la Gazette avait fait des relevés comme dans le Parisien, d'ailleurs je les ai analysés, les chiffres avec eux, mais c'est des petits outils qui sont un peu moins fiables. Ces capteurs-là, si vous voulez, ils ne sont pas à la portée d'associations indépendantes, hélas. C'est vraiment un problème. Moi je pense qu'il faut porter ça, nous on le porte dans notre collectif, on veut qu'il y ait une vraie indépendance et autonomie des stations de mesure, parce que là ça dépend vraiment des régions, ça dépend de qui la dirige, ça dépend du rapport de force. Et on voit qu'il y a des endroits où on n'est pas du tout informé, c'est le cas vraiment ici, quoi. Il n'y a pas un capteur à Bayard, vous voyez, ou à Saint-Onès par exemple, c'est bizarre. Voilà, donc nous vous remercions. Merci à vous, merci à votre Je vais passer la parole à Tina, qui va en 2 minutes vous parler des projets très proches de Vélocité. Et ensuite, je crois que Nicolas aussi aura quelques mots à dire sur cette question. Bonsoir tout le monde. Donc, je crois que le message est clair. Il faut diminuer la voiture en ville et mettre des vélos. Voilà. Je voulais vous parler des 4 groupes qu'on a créés à Vélocité. On a créé un groupe qui s'appelle le groupe Action, informatique, infrastructure et éducation. Alors, par exemple, dans le groupe Action, on a organisé cette soirée. On a organisé la marche pour les climats et le film au diagonal la semaine dernière. Il y a plein d'autres actions à venir, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire avec vos mails.
On a un groupe informatique qui traite des données informatiques pour améliorer le réseau. Il y a un groupe infrastructure où on a fait 2 sous-groupes déjà. Un qui traite les points noirs pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans un carrefour, pourquoi c'est dangereux, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Et un autre sous-groupe livre blanc pour essayer de voir les aménagements idéaux pour les cyclistes. Comment est-ce qu'on est plus en sécurité, qu'est-ce qui manque, est-ce qu'il manque des parkings pour les vélos, est-ce qu'il manque des sas au carrefour, qu'est-ce qu'il faut pour que nous on soit en sécurité. Et ensuite on a le groupe éducation. Voilà, donc il y en avait plusieurs qui ont posé des questions ce soir. Et on n'a pas de sujet en cours, mais on a décidé de se concrétiser sur un sujet en ce moment. Il y a la semaine de la marche et du vélo qui va être organisée dans les écoles et les collèges au mois de mai, du 13 au 17, c'est ça? Voilà, on va essayer de faire des actions dans quelques écoles pour essayer de transmettre aux jeunes et aux enfants les vélos, les idées de vélo. Donc on a un groupe de travail tous les groupes de travail on se réunit une fois tous les mois à peu près et on communique sur Internet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous voir. Ah, j'ai oublié de vous parler. Il y a une activité dans le groupe Action ce dimanche. Il y a le Sunrise Ride. Donc, ça veut dire qu'on part très tôt le matin pour le lever du soleil. Donc, on se donne rendez-vous à l'hôtel de ville, je crois à 6h du matin, pour aller aux étangs, pour aller lever du soleil. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est pareil. Donc, les Gazettes Café, il y en avait eu un en novembre. Le prochain, c'est le 18 juin. Et donc on est quelques personnes à réfléchir sur le programme. On a appris cet après-midi qu'il y a un auteur qui viendrait nous présenter son bouquin. Le bouquin, c'est le mode d'emploi du vélo au quotidien. C'est fait par une illustratrice et un cycliste au quotidien. Ils ont fait un petit guide. Et donc le mardi 18 juin à 18h, on vous donne rendez-vous pour le vélo taf, le mode d'emploi du vélo au quotidien. Donc c'est un moment culturel un peu différent d'aujourd'hui. Et sinon, une question que vous voyez que, comme nous dans la presse, on parle souvent du vélo, et une question que vous devez souvent vous poser, c'est est-ce qu'il se passe des choses? Parce qu'on aimerait tous qu'il se passe des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs mois? Donc effectivement, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des concertations avec la métropole. Donc effectivement, il y a des rencontres régulières avec des services techniques, ça va de tous les 15 jours à toutes les semaines, et des rencontres mensuelles avec M. Sorel. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les informations dans la presse, les points positifs, c'est qu'au niveau technique, les échanges, Vélocité est aujourd'hui force de proposition et écoutée par les services de la métropole. Ça a été publié dans la Gazette la semaine dernière, mais pour les prochains projets vélo, la métropole de Montpellier va se faire aider par des cabinets spécialistes du vélo, ce que font d'autres villes en France. Et à la suite de la marche pour le climat, il a été annoncé que dans le cadre de l'appel à projet du plan vélo, l'aménagement de l'avenue de Toulouse serait demandé. Donc le message derrière tout ça, c'est qu'il faut continuer à rester mobilisé, il faut continuer à être visible et il faut continuer à faire des choses pour que... en ce moment, on voit, il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais nous, ce qu'on veut, c'est des mesures concrètes. Donc pour avoir ces mesures concrètes, c'est tous ensemble qu'on va les avoir. Et merci Florent. Et merci à tous ceux qui passent beaucoup de temps pour faire vivre le vélo à Montpellier. Si certains sont intéressés, nous avons des autocollants. Je suis un des deux. Et voilà. Donc nous les vendons 1 € les 4. C'est un peu symbolique. Mais ça va très bien sur les cartes de on vous encourage à en acheter.